Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de seconde dans lequel nous allons apprendre à dénombrer les entités. Alors dénombrer les entités, ça signifie compter des entités à une échelle microscopique. Donc nous allons parler d'abord de la constitution de la matière à l'échelle microscopique. À notre échelle, nous parlons d'espèces chimiques. On a vu dans un chapitre précédent qu'un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique, tandis qu'un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. Alors des espèces chimiques, en voici quelques exemples, du charbon, de l'eau ou encore des cristaux de sel. Donc ces trois exemples sont des exemples de corps purs, donc des espèces, des corps dans lesquels il n'y a qu'une seule espèce chimique. À l'échelle microscopique, on va parler d'entités chimiques. C'est ce qui compose les espèces chimiques. Par exemple, le charbon est constitué d'atomes de carbone, l'eau est constituée de molécules d'eau, et les cristaux de sel sont constitués d'une association d'ions chlorure et d'ions sodium. Maintenant, nous allons pouvoir définir une espèce chimique. Jusqu'à présent, on les avait simplement caractérisées, c'est-à-dire décrites avec leurs propriétés, par exemple la température d'ébullition ou encore leur masse volumique, mais maintenant nous allons la définir, une espèce chimique, comme étant une collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques. Cela signifie que si nous avons affaire à un corps pur à l'échelle macroscopique, par exemple du charbon, à l'échelle microscopique, nous ne trouverons qu'un seul type d'entité chimique, par exemple des atomes de carbone. Alors, trois types d'entités chimiques. Tout d'abord, les atomes, comme le carbone ou un morceau de fer métallique. Deuxième type d'entité, des molécules. Ce sont des assemblages d'atomes, par exemple l'eau ou le glucose, le sucre. Enfin, troisième type d'entité, des ions. Un ion, c'est simplement un atome ou un groupe d'atomes qui est chargé électriquement, donc qui a perdu ou gagné des électrons. Quand on dit un groupe d'atomes, donc ici plusieurs exemples, alors il y a donc des ions monoatomiques, c'est-à-dire que c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons, par exemple l'ion fluorure F-, l'ion calcium Ca2+, mais il y a aussi des groupes d'atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. Dans ce cas-là, on parlera d'ions polyatomiques, c'est le cas de l'ion sulfate, ou un groupe d'atomes SO4, c'est-à-dire un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène, ont ici gagné 2 électrons et donc portent 2 charges négatives. La matière à notre échelle, elle est électriquement neutre. Ceci a des conséquences à l'échelle microscopique. Premièrement, les atomes et les molécules sont également électriquement neutres et les ions, eux, vont s'associer pour former des composés ioniques. Un composé ionique, c'est forcément une association de cations, d'ions positifs, et d'anions, ions négatifs, de façon à ce que l'ensemble soit électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contienne autant de charges positives apportées par les anions, par les cations, pardon, que de charges négatives apportées par les anions. À partir de ceci, on va pouvoir en déduire la formule du composé ionique puisqu'elle doit respecter l'électroneutralité. 4 exemples avec des ions sodium, Na+, et des ions barium, Ba2+, ou des ions chlorure, Cl-, et des ions sulfate, SO4, 2-. Alors que se passe-t-il si ces ions s'associent 2 à 2? Premièrement, avec un ion sodium et un ion chlorure qui s'associent. Pour que les charges se compensent, pour qu'il y ait électroneutralité, eh bien, il faut qu'il y ait un ion sodium Na+, pour un ion chlorure, Cl-. Donc la formule du composé ionique s'écrira simplement NaCl. Maintenant, si on change d'ion positif et qu'on prend l'ion barium Ba2+, pour qu'il y ait électroneutralité, il faut que pour chaque ion barium, il y ait 2 ions chlorure. Donc la formule du composé ionique s'écrira BaCl2. Mais il faut se rappeler, même s'il n'y a plus de charge électrique qui apparaissent, qu'il continue à être composé d'un cation, Ba2+, et ici d'ions chlorure qui sont présents en deux ions chlorure pour chaque ion barium Ba2+. Donc, même si on écrit Cl2, ça signifie en fait qu'il est composé de 2 ions Cl-. Que se passe-t-il maintenant si on associe un ion sodium Na+, et un ion sulfate SO4, 2-? Eh bien, pour compenser les charges de l'ion sulfate, il faut 2 ions sodium Na+. Donc la formule du composé s'écrira Na2SO4. Enfin, si on associe un ion barium Ba2+, et un ion sulfate SO4, 2-,
eh bien, ils vont s'associer 1 pour 1, c'est-à-dire un ion barium Ba2+, pour un ion sulfate SO4 2-. La formule du composé ionique sera BaSO4. Que se passe-t-il maintenant si un composé ionique se dissout dans un solvant, de l'eau par exemple? Eh bien, simplement, les ions du soluté vont se séparer et se disperser dans le solvant. Donc, on peut modéliser ce qui se déroule pendant la dissolution par une équation de dissolution. Par exemple, si on met du chlorure de barium BaCl2 dans l'eau, le chlorure de barium au départ est solide, donc on va écrire la formule du composé ionique BaCl2 en indiquant l'état physique, ici S pour solide. Et lorsqu'il se dissout, les ions se séparent à nouveau et se dispersent. Donc dans la solution, on va trouver des ions Ba2+, qui vont être entourés de molécules d'eau. On dit qu'il est solvaté, et pour l'indiquer, ceci, on écrit aqueux ici, entre parenthèses. Plus ici, le composé ionique, lorsqu'il se dissocie, eh bien, vont réapparaître les deux ions chlorure. Donc on va avoir plus de Cl- ici. Surtout ne pas écrire Cl2, d'accord, puisque les ions chlorure vont également se séparer l'un et l'autre. Donc deux ions chlorure Cl- qui sont solvatés également, donc on écrit aqueux. Maintenant que nous avons découvert la matière à l'échelle microscopique, nous verrons comment le chimiste peut compter ces entités qui sont pourtant présentes toujours en très grand nombre.